Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de faire une vidéo exceptionnelle avec trois enseignants de l'entretien motivationnel de l'agence EBP, Aurélie Lacour, Claire Ziliox et Charles Laguerte. On est très très heureux de faire ce webinaire pour vous présenter un petit peu l'historique de l'EM et vous montrer de faire une modélisation en live, répondre à vos questions aussi. Donc on va avoir un plan où d'abord Aurélie, Charles et Claire vont se présenter. Ensuite, on va avoir un recueil de questions. On va vous lire un petit peu vos questions sur le chat et qu'est-ce qui vous pose question aujourd'hui par rapport à l'entretien motivationnel ou même si vous avez des problématiques avec des patients. Ensuite, nos experts vont présenter le M, 15 minutes, l'histoire, les modèles psycho et les trois entités. Vous allez voir ça. Ensuite, ils feront une modélisation en direct. Donc là, ça va vraiment être un exemple très très concret pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis enfin, il y aura une synthèse et des messages clés à l'issue de la modélisation. Et puis évidemment, on répondra à vos questions, à toutes vos questions. Enfin, pas moi, parce que j'ai des bases en entretien motivationnel, mais eux sont des experts et des enseignants. Donc je pense que vous allez vous régaler. Ça va vous servir dès demain au cabinet. Et voilà, je suis très très heureux de faire ça avec vous ce soir. C'est l'un des cours les plus hautes qu'on ait à l'agence, les plus demandés. Qui donne vraiment, qui change parfois la vie, hein. C'est pas nous qui le disons, c'est les participants. C'est vraiment un cours qui impacte énormément la pratique et la vie perso, l'entretien motivationnel. Donc voilà, ce soir, vous allez avoir un petit goût, un petit apéritif, on pourrait dire, une petite mise en bouche de ce que c'est, parce qu'évidemment, en une heure, vous n'allez pas devenir des experts, mais vous allez avoir quand même des notions clés qui pourront vous aider dès demain au cabinet. Donc, merci à vous trois pour tout ça. Je propose qu'on passe aux présentations. Aurélie, si tu veux bien commencer. Ouais, et ben, je vais vous partager l'écran parce qu'on était parti avec une petite présentation à la base. Ouais, super. Euh, donc, du coup, que je vous présente. Ici, c'est un peu qui on est. Donc, tu nous as déjà un peu présenté. On a mis des petits pictogrammes pour dire un peu qui on était. Donc, Claire est une fan de CrossFit, même si elle n'a pas la forme ce soir. Charles adore le water polo et pratique le water polo. Et moi, j'adore le théâtre. Donc, on s'était mis des petits pictogrammes pour se présenter rapidement. On est tous les trois kinésithérapeutes en région parisienne, Paris intramuros et banlieue proche. Et on est formateur en entretien motivationnel pour l'agence EBP. Donc, voilà en gros ce qu'on voulait dire. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les poser si vous avez besoin de plus d'infos par rapport à tout ça. Trop, Euh, trop est-ce que toi, bien. est-ce que toi ça te va, Flavio? C'est parfait. Juste un petit mot par rapport à l'agence, et juste par rapport à moi pour situer pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Flavio Bonnet, je suis kiné de formation depuis 15 ans, je suis installé à Paris. On a monté l'agence, on a cofondé l'agence avec François et Guillaume il y a 10 ans de ça, dans l'objectif de faire venir les meilleurs speakers internationaux et nationaux à donner de la formation continue pour les kinés et les médecins en France, en ligne et en présentiel. Donc voilà pour juste pour resituer l'agence. Donc voilà, Aurélie, je vais te laisser dérouler la présentation à partir de maintenant. Donc c'est parti. Et ben, merci pour l'intro, merci pour la présentation du déroulé. Donc, comme ce que Flavie vous a présenté, on voulait partir un peu des questions que vous avez, vous, concernant l'entretien motivationnel. Donc, n'hésitez pas à les partager dans le chat pour qu'on puisse savoir un peu les questions que vous vous posez, les interrogations que vous avez, des objections, je sais pas, des représentations qui vous animerait. Et donc, si vous pouvez nous partager dans le chat maintenant quelques questions, on va les recueillir et puis on va essayer de voir si les quelques présentations qu'on aura à faire dans le PowerPoint pourront y répondre. Euh, Yes. N'hésitez Et pas. moi, je veux bien commencer le temps que les personnes écrivent leurs questions. Comme ça, voilà, ça les met à Ouais. l'aise et moi, je brise la glace, comme on dit. J'aimerais savoir, moi, est-ce que l'entretien motivationnel est vraiment tiré de l'addictologie? Enfin, est-ce que initialement, c'était bien utilisé en addictologie pour que les gens arrêtent de boire et de fumer? Ok. Donc, on va pas répondre directement, on recueille les questions D'accord. et on voit Ok. si à l'issue de la présentation, il reste encore des questions Super. auxquelles on n'a pas répondu. Alors, est-ce qu'il y a un Ok. entretien?
motivationnel est toujours assis sur une chaise ou bien c'est faisable en faisant un travail actif? Euh, Ah, très intéressant. Question ok. très intéressante d'Alexandre. Hyper intéressant. Est-ce qu'on a besoin d'être focus? Est-ce qu'on peut aussi l'habiller quelque part? Très très intéressant, Alexandre, comme première question. Alexandre, n'hésite pas à nous dire d'où tu viens aussi. Je crois pas que tu nous l'aies dit. Et puis les autres, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Petit comité ce soir, donc lâchez-vous. Donc cette idée un peu de comment on peut l'intégrer dans une pratique, est-ce que c'est forcément assis à une chaise ou est-ce qu'on peut le faire au sein d'une séance autrement? Hmm, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, moi j'en ai une pour meubler. Est-ce qu'il y a, quelles sont les limites que vous voyez à l'entretien motivationnel en tant que tel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a trait à l'entretien motivationnel vraiment et quelles en sont les limites par rapport à ça? Que des questions faciles ce soir. Euh, ok, il n'y a que Alexandre qui a des questions? Vous êtes timide? C'est quoi C'est le quoi, LEM? Ouais. Thomas, c'est quoi l'entretien motivationnel? C'est très à la mode, mais difficile de donner une définition. Très intéressant aussi. C'est vrai, au final, c'est quoi ce truc? Et pourquoi ça porte ce nom-là déjà? Pourquoi on l'entend beaucoup? Pourquoi est-ce que c'est à la mode, entre guillemets? C'est vrai on en entend beaucoup, c'est un peu présent dans beaucoup d'approches, beaucoup d'enseignants en parlent, que ce soit transdisciplinaire, on va le retrouver beaucoup chez Mackenzie, on va le retrouver beaucoup dans les approches de douleur chronique, traitement de la douleur et tout. Et donc ce soir, justement, l'idée c'est de vous transmettre avec des enseignants expérimentés, bah, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser. Donc merci Thomas, n'hésite pas à nous dire aussi d'où tu viens. Euh, Charlie qui a une question. Comment faire en sorte que le patient se rende compte de son manque de motivation et comment faire en sorte qu'il se motive lui-même? Et oui, la fameuse motivation intrinsèque qui provient du patient. Et puis, oui, est-ce qu'il est, comment faire s'il est ignorant de son manque de motivation? Tiens, ça c'est très intéressant aussi. Est-ce qu'il faut d'ailleurs lui faire se rendre compte euh, qu'il manque de motivation? Euh, super. Bah écoutez, est-ce qu'on peut partir avec ça déjà, Aurélie, Claire et Charles? Ouais. Il y en a une apparemment, Adrien, une dernière. Ah, il y en a une encore, Adrien. Lorsque quelqu'un est conscient qu'il faut qu'il change, mais qu'il ne veut pas entamer le changement, comment s'y prendre? Alors là, on rentre vraiment dans l'entretien motivationnel et justement l'identification d'un certain stade, le stade de changement de comportement. Euh, donc là, Ouais. voilà, c'est exactement ça le M, c'est capacité à être capable de reconnaître où la personne en est, mais je laisserai les experts s'exprimer. Bah écoutez, on peut attaquer si ça vous suffit comme question déjà, et puis n'hésitez pas. Ah bah non, il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait une autre, mais c'est super. Merci. Serait-il possible d'avoir les outils stratégies de l'entretien motivationnel que vous utilisez le plus au cabinet, et quelles sont vos stratégies préférées de chacun? Ah bah top, grave, très très bonne question, Kent. Moi aussi, je suis très très curieux de savoir ce qu'utilisent Charles et Claire et Aurélie, qu'est-ce qu'ils affectionnent le plus. Très très bien. Et ben allez, c'est parti cette fois-ci. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra y répondre tout au long du webinaire et à la fin en particulier. Bah, du coup, c'est Charles qui va prendre la suite pour Ok. une petite partie un peu théorique. Donc, même si on a moins l'habitude de vous faire de la théorie en EM, là, on va y faire un petit peu parce que c'est un format un peu particulier. Donc, on va d'abord vous présenter l'historique de l'EM et vous allez normalement avoir aussi sur votre écran pour pouvoir le mettre en parallèle. Et donc, l'entretien motivationnel, ça a été effectivement une approche qui a été développée initialement en alcoologie. Donc en addictologie, mais surtout en alcoolologie, donc par rapport à la consommation d'alcool, par le psychologue Miller dans les années 80. Et ensuite, ça a mis un petit peu de temps à se formaliser. Et donc, ça a été formalisé par Miller et Rolnick, lui était en Angleterre, euh, dans les années 91. Et il faut savoir que quand même, il y a eu une évolution progressive de ce modèle, d'abord en 2002, puis en 2013, et très récemment en 2023. Et donc, quand on met évolution progressive du modèle, il y a vraiment des principes du fond
de l'entretien motivationnel qui ont été retravaillés avec à la fois l'expérience des cliniciens, avec les études qui sont parues et avec l'étude voilà, de l'entretien motivationnel et de l'effet que ça pouvait avoir sur les patients. Et donc, au fur et à mesure du temps, au fait de le pratiquer, de faire des études, on se rend compte de quels sont les moyens de motiver les gens à changer. Et donc, ce modèle, il évolue progressivement au fur et à mesure des décennies. Donc là, il y a une révision très récemment en 2023. Et là où au début, c'était utilisé essentiellement en alcoolologie, puis après en addictologie beaucoup, donc aussi pour les drogues, ça s'est développé dans vraiment beaucoup d'autres champs. Et donc aujourd'hui, on le retrouve dans le champ médical, notamment dans l'éducation thérapeutique patient, dans le traitement des maladies chroniques, aussi dans le champ psychosocial pour la prévention et l'adoption des modes de vie sains, dans le champ de l'éducation pour le décrochage scolaire, dans la prévention des conduites à risque, et dans le champ judiciaire pour l'accompagnement de la réinsertion sociale. Donc c'est vrai que c'est devenu un petit peu à la mode, comme quelqu'un l'évoquait dans une question tout à l'heure. Et donc c'est utilisé dans plein de champs différents. On reviendra à qu'est-ce qui fait que ça a été autant diffusé et l'intérêt de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Faut savoir que Miller et Rowling, en gros, pardon, ils ont pas inventé de concepts psychologiques. Ils se sont appuyés sur des concepts psychologiques qui ont été développés surtout dans le XXe siècle. Et donc, ils en ont fait, on va dire, un mélange qui leur semblait utile et pertinent pour aider les gens à changer. Et donc, ils se sont appuyés notamment sur la thérapie humaniste de Carl Rogers, qui est une approche centrée sur la personne. Et donc, l'idée, c'est de se dire que la qualité de la relation thérapeutique comme outil de développement de la personne, euh, globalement, ce que ça veut dire au travers de ces mots, c'est que la thérapie humaniste, c'est croire dans le fait que chacun a la capacité de faire les bons choix pour lui-même qui seront favorables pour sa santé, que ce soit physique ou mental. Et donc, c'est vraiment dans le fait de croire en la capacité de l'autre à pouvoir prendre les bons choix pour lui et être acteur de son traitement et d'aller se mobiliser pour ça. Ils se sont aussi appuyés sur la théorie de la réactance qui a été définie par Brehm. Globalement, la pression mise sur un comportement, ça va provoquer une réaction de défense qui va viser à sauvegarder sa propre liberté d'expression. Un exemple de ça, c'est que si en face de vous, vous avez un fumeur qui est en train de fumer ou qui est un fumeur et vous savez qu'il est fumeur et vous vous dites bah, c'est mauvais pour la santé de fumer, ça va te faire du mal à ta santé, une de ses réactions, on va dire primaires, ça va être de fumer une cigarette devant vous parce qu'il veut vous montrer qu'il est libre de ses propres choix. Et donc c'est vraiment quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui est profond en nous et en chacun de nous. Et donc on va pousser quelqu'un à faire des choix pour conserver son libre arbitre, il va chercher à faire l'opposé. Ils se sont également appuyés sur la notion de dissonance cognitive de Festinger, qui a développé le fait que tout comportement qui va aller à l'encontre des valeurs de la personne, ça va entraîner un inconfort. Et donc, celui qui va prendre conscience de cet inconfort, il va chercher à réduire cette différence. Euh, et ça peut être un peu à double tranchant. Ça veut dire que si vous pointez le fait que quelqu'un a un comportement qui est à l'opposé de ses valeurs, il va chercher à justifier son comportement, il va maintenir le comportement. Et à la fois, si c'est fait de manière, on va dire, subtile et, on va dire, entretien motivationnel, si vous pointez l'inconfort que quelqu'un peut avoir entre ce qu'il voulait être et ce qu'il fait, ça peut l'aider à aller vers le changement. Donc c'est quelque chose à manier avec subtilité et, on va dire, avec précision. Et du coup, même si dans l'entretien motivationnel, Riller et Molnick, ils en parlent moins, ils se sont quand même appuyés sur ce modèle transthéorique du changement qui a été défini par Prochaska et Di Clemente. Et c'est surtout que le changement, c'est pas un événement qui va être brutal. Et donc, face à tout changement, il peut y avoir chez tout le monde du doute et de l'ambivalence. Et que ce soit chez nos patients, que ce soit chez nous-mêmes par rapport à des changements qu'on voudrait mener dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ils se sont également appuyés sur Bandura, qui a défini le sentiment d'efficacité personnelle. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu plus, nous, chez les kinés, là, dans la littérature ces dernières années. Et en fait, ça définit que la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes, dans le fait de mener ce changement, va fortement influencer sur notre disposition à s'engager dans ce changement. Ça veut dire que si on ne se sent pas capable de mener ce changement de comportement, on ne va pas s'engager à mener des actions pour aller vers ce changement de comportement.
Et donc, une petite définition de l'entretien motivationnel, vu que je me demandais qu'est-ce que c'est que l'entretien motivationnel. Et donc, c'est un style de conversation collaboratif, donc entre le thérapeute et le patient, qui va viser à renforcer la motivation propre d'une personne. Quand on parle de motivation propre, c'est vraiment, on va aller chercher chez la personne ce qui peut l'aider à se mettre en action, à se motiver à changer, et donc pour favoriser son engagement vers le changement. Et donc, en entretien motivationnel, on fait de l'entretien motivationnel quand on va être dans trois dominantes pardon, simultanément. Et donc, on va définir ce qu'on appelle des outils, donc c'est des savoir-faire. On va définir un savoir-être, ce qu'on appelle l'esprit. Et on va cheminer ces savoir-faire et ce savoir-être au travers d'un chemin qu'on va appeler les tâches, cheminement. Et donc, dans les outils, on va retrouver les questions, les reflets, qui est l'équivalent de la reformulation, la valorisation, des résumés, des silences, un outil qu'on appelle le DDPD, qui est le demander, demander, partager, demander. C'est un moyen de fournir de l'information au patient d'une manière motivationnelle. Et puis un autre outil qu'on appelle les échelles d'importance et de confiance, pour aller mesurer quelle est l'importance que le patient peut avoir à faire ce changement et comment il se sent capable de mener ce changement. Et après, on a des stratégies pour faire élaborer le patient autour de ces outils. L'état d'esprit qu'on va avoir en utilisant ces outils, ça va être dans une relation de partenariat, de collaboration. On va vraiment travailler ensemble. C'est cette idée que le patient il reste expert de ses propres sensations, que nous, on est expert de la technicité et qu'il faut qu'on travaille ensemble pour cheminer dans les tâches. On va avoir un esprit de non-jugement. Alors, quand on dit non-jugement, ça amène souvent un débat. En fait, spontanément, on est amené à juger les gens. En EM, par contre, ce qu'on va faire par rapport à ce jugement spontané qu'on peut avoir, c'est qu'on va essayer de le suspendre. Donc, on va essayer de le mettre en retrait pour explorer la personne, ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui et qu'elle a fait ses propres choix et des choix qui l'ont menée là où elle en est. On va avoir une notion d'altruisme. L'altruisme, en tout cas au sens de l'EM, c'est vraiment d'être présent, d'être disponible pour le patient qu'on a en face de nous. Euh, c'est ce qui évite qu'on soit dans la manipulation. C'est-à-dire que si on utilisait toutes ces stratégies, mais pour nos objectifs à nous ou pour notre bien à nous, ben, on serait dans la manipulation, vu que là, on s'occupe de la santé des personnes, on le fait pour l'autre, et donc on a ce côté altruisme. Et puis dans l'esprit, on se retrouve ce côté d'empowerment. En français, ils l'ont traduit sous le synonyme de promotion de l'autonomie. On va vraiment rendre le patient acteur de toute la dynamique de motivation. C'est vraiment lui qui va mener toutes ces tâches, qui va élaborer pour pouvoir avancer. Il faut que ça vienne de lui. En tout cas, c'est la stratégie qu'on utilise en entretien motivationnel. Et donc, on va avoir des savoir-faire dans un état d'esprit et après, on va naviguer du coup dans un chemin qu'on va appeler les tâches. La première tâche, c'est quelque chose que vous faites tous, toutes et tous avec vos patients, c'est l'engagement dans la relation, c'est créer l'alliance thérapeutique avec le patient. La deuxième tâche, ça va être de définir un objectif cible commun de changement, et donc de changement de comportement favorable à la santé de la personne. Donc, c'est comment entre le patient et le thérapeute. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'évocation. C'est un nom un petit peu barbare pour, qui veut pas dire grand-chose. Et en fait, l'évocation, au sens de l'EM, c'est travailler l'importance que le patient a à changer et la confiance qu'il a en lui pour mener ce changement de comportement. Et donc vraiment sur les éléments qui vont faire qu'il va changer et pas sur les éléments qui vont faire qu'il ne change pas ou qu'il maintient son comportement. Et la dernière tâche, c'est la tâche de planification. C'est vraiment le fait de se dire où, quand, comment on va mener ce changement de comportement. Voilà pour cette présentation très théorique de l'entretien motivationnel. Mm. Ça a peut-être répondu déjà à une ou deux questions sur la théorie pure. Alors, c'est un peu particulier pour nous de faire quelque chose de descendant parce qu'on a l'habitude dans les cours que ce soit très participatif et d'avoir du feedback à chaque fois. Donc, si vous avez des remarques ou que ça a soulevé d'autres questions chez vous, n'hésitez pas à participer là dans le chat. Il peut y avoir un petit temps là maintenant. Flavio, si tu voulais dire un truc. Toujours plein de questions. Mais on espère, oui, que ça répond bien à Thomas. Donc c'est intéressant hein, parce que en effet, ça repose sur des théories qui étaient précédentes en fait, hein. Est-ce qu'on peut dire que ça agrège un petit peu ces théories? Et qu'est-ce qu'il y a de propre à l'entretien motivationnel Qu'est-ce qu'il y a de propre à l'entretien motivationnel? ouais. Ah, par rapport à quoi?
Je veux dire, par exemple, les stades de changement de comportement, ça a été vraiment théorisé par Miller et Rolnick, ou c'était... Tu vas avoir, en fait, on pourrait parler de choses qui sont très transversales à d'autres concepts, Mhm, notamment dans la thérapie humaniste, tout ce qui est écoute centrée sur la personne, la notion d'empathie, d'aller utiliser certains outils où tu vas travailler la collaboration, le partenariat, le fait d'évoquer avec une personne ses motivations à faire quelque chose. Et puis après, mhm, il y a des choses beaucoup plus spécifiques à l'entretien motivationnel. Et là, on peut retrouver ça dans les tâches, notamment le fait de focaliser sur un objectif de changement précis, de changement commun avec le patient. Ça va mhm, différencier de la thérapie humaniste, où là, on est dans quelque chose où on fait évoquer la personne sans avoir une direction à suivre, alors qu'en EM, on va guider vers une direction, et la direction vers laquelle on va guider, c'est justement la focalisation qui aura été commune avec le patient. On définit avec lui une direction, et on va guider dans ce sens-là. Donc ça, c'est plus mhm. spécifique à l'entretien motivationnel. C'est ce que tu ne retrouveras pas dans d'autres concepts, alors qu'on va utiliser l'esprit et les outils de façon plus transversale. Très clair. Parfait, merci beaucoup Aurélie, c'est parfait. Est-ce que vous voulez passer à la modélisation? Est-ce qu'il y Ah, a une question. question? Ouais. Quelle différence faites-vous entre l'approche centrée sur la personne que l'on a en France et l'approche de partenariat qui est déjà bien développée au Canada? Nous dit CG. Hmm. Je ne connais pas l'approche de partenariat qui est développée au Canada, Hmm. personnellement. Euh, je connais pas non plus, mais Vous avez j'ai entendu encore en tout cas de la définition du partenariat ou de la collaboration au sens de l'EM, si c'est bien ça, parce que pour le coup, voilà, c'est pareil, c'est quelque chose que je connais pas. Partenariat, ça va être de travailler ensemble. Et donc, on peut travailler avec quelqu'un, mais sans être forcément centré sur cette personne. Et donc, l'approche centrée sur la personne, c'est vraiment toutes les problématiques, toutes les solutions, elles vont venir de la personne. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup même d'approche centrée sur la personne en France. Et en fait, on s'aperçoit que on peut être beaucoup dans le fait de proposer des solutions aux gens pour fixer leurs problèmes. Alors que selon comment ça a été défini par Carl Rogers, l'approche centrée sur la personne, c'est vraiment de faire émerger toutes les solutions de la personne. Alors, des fois, on peut lui partager de l'information par rapport à ça, mais c'est vraiment la rendre acteur, actrice de ce processus-là. Alors qu'on peut travailler avec quelqu'un et en même temps vraiment proposer nos propres solutions. Alors, je ne sais pas si au Canada c'est défini comme ça ou pas, mais en tout cas, partenariat en français ou en tout cas dans le M, c'est différent de centrer sur la personne. On peut être dans le partenariat, mais voilà, fournir des solutions à la personne et puis moins être une approche centrée. Alors que centré, c'est vraiment on focus sur la personne, le patient qu'on va en face de nous, et à la fois sur les problématiques, sur ce qui fait qu'elle en est là, et à la fois sur le fait de lui faire émerger ses propres solutions à son problème. Je sais pas si j'ai été Trop bien. totalement clair. Ouais, est-ce que CG, ça répond à ta question? Tu vois, Je N'hésitez connais pas pas la... s'il y a d'autres questions. Et c'est vrai que j'ai jamais entendu parler de l'approche de partenariat, ça a l'air spécifique. Euh, mais ok. Bah écoutez, on peut passer à la suite si vous voulez. Est-ce que vous voulez le faire entre vous plutôt? Ce sera plus simple, je pense, que En par fait, message. dans l'idée, on s'était dit justement pour faire participer les gens qui étaient présents ce soir, Ok, on décide de faire une modélisation avec un volontaire, un ou une ok, volontaire, pour essayer d'accord, trop voilà, cool. de mettre en lumière ce qu'on pouvait faire quand on faisait de l'EM. Ouais. S'il y a quelqu'un qui se sent OK pour nous partager une ambivalence qu'il pourrait avoir à mettre en place un changement, et OK, bah, on le fait en live avec l'un d'entre vous. Et puis Alors, si personne est-ce que n'est tu, volontaire, pardon, est-ce que tu peux reformuler juste, Aurélie? Il faudrait que la personne fasse quoi exactement? Enfin, alors, il dise faudrait quoi? identifier un changement personnel que vous aimeriez faire pour vous dans votre vie et que vous Mhm. n'avez pas encore mis en place. Et l'idée, ce Hmm. serait d'avoir un entretien ensemble, donc devant les autres personnes qui sont présentes, et de pouvoir Mhm. essayer de décrypter un petit peu les trois entités que Charles vient de nous présenter, à savoir les outils, l'esprit et les tâches. Et le fait de Mhm. modéliser en live un entretien, on va pouvoir essayer d'observer quels sont les outils utilisés, quel état d'esprit on essaye de déployer et comment on chemine Hmm. avec la personne. Donc, Carrément, trop bien. Alors, quelqu'un a une ambivalence. peut-être est-ce de que laisser parmi vous, dans mettre. l'audience, il y a quelqu'un qui a une ambivalence, qui aimerait changer un truc?
dans sa vie et qui n'a pas encore passé le pas, je sais pas, ça pourrait être l'envie de se mettre au sport, de manger mieux, d'arrêter de fumer, de bouger plus, de travailler moins, de travailler plus, je sais pas, de se mettre à la peinture, de... Est-ce que quelqu'un... Je peux vous donner la parole, hein, évidemment. Je peux vous permettre de parler et de monter sur l'estrade avec nos enseignants. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide de se lancer dans le bain et qui a une ambivalence qu'il aimerait explorer ou résoudre? Ah, ils sont timides ce soir. On se connaît peut-être pas très bien, pas assez. C'est peut-être la première fois pour certains dans un événement de l'agence. Il faut savoir que c'est très ouvert, très bienveillant. Donc, rassurez-vous. Mais bon, sinon tout le monde est très très bien. Ah, allez, trop bien. PL. Alors, PL, merci beaucoup pour ta participation. Alors, j'ai que ton nom, je pense, Pasquier. On va te demander ton prénom. Il faudra juste décocher le micro. Monsieur ou Madame Pasquier. Allô? Oui, tu m'entends? Léandre? Ouais, je t'entends, Léandre. Super. Merci beaucoup de ta participation. C'est trop cool. Dis-nous, Allez. tu viens d'où, toi? Moi, je suis à Grenoble. Agreux. Ok, trop cool. Tu es kiné? Médecin? Ouais, je suis kiné du sport depuis quelques mois à Grenoble. Kiné du sport, trop cool. Et bah écoute, de quelle ambivalence t'as envie de parler avec Aurélie? Alors, moi, je souhaiterais pouvoir arrêter la vapoteuse. Ok, et ben cool. Du coup, ce que je vous propose, donc salut Léandre, avant qu'on Salut. lance le truc, c'est de vous, les autres, quand vous écoutez, d'essayer d'être attentifs un petit peu à notre échange et de voir si dans les trois entités là que Charles a définies, vous reconnaissez les outils que je vais utiliser. Si vous voyez un état d'esprit pareil, comme ce que l'a détaillé un petit peu Charles, les différentes étapes qui peuvent être mises en place, et puis après on discute ensemble de ce qui se passe. Est-ce que Léandre, je pourrais voir ton visage? Parce que c'est un peu particulier de parler à un écran noir ou t'as pas de caméra? Non, si, j'ai une caméra. Je sors du sport, donc Venez comme vous êtes. voilà, exactement. Alors, par contre, je sais pas trop comment on fait. Arrêtez le partage. Pour mettre ta caméra, tu veux? Ouais, je Alors sais. Un attends, petit bandeau en bas. Il y a l'audio. Est-ce que tu as la vidéo en bas? Je sais pas si... Est-ce que c'est possible? Attends, je regarde juste là. C'est Moi, j'ai que peut-être des moi. paramètres audio. Non, ouais, Après, c'est pas malheureusement. grave, c'était au cas où, c'est toujours plus sympa de voir la personne, mais. Tu veux que Ouais. je me décrive physiquement? S'il vous plaît. Malheureusement, je crois pas qu'on puisse. Désolé. Voilà, ça laisse cours à l'imagination à tout le monde comme ça. Voilà. Ok. Et bah du coup, Léandre, si t'es prêt, on y va? Allez, c'est parti. Ok. Et bah alors du coup, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là sur cette ambivalence que tu as, que tu viens d'exprimer? Du coup, l'idée, c'est que avant, je fumais. J'ai réussi à arrêter la cigarette grâce à la vapoteuse. Et maintenant, j'aimerais pouvoir arrêter du coup de complètement utiliser la vape, sachant que je suis pas sur des grandes quantités de nicotine. Mais dans l'idéal, ça serait de pouvoir arrêter cette sorte de dopamine, quoi. Donc, tu as déjà réussi à arrêter le tabac. Et là, ce qui t'embête, c'est ce côté dépendance de la dopamine et tu aimerais réussir à passer ce cap-là. Exactement. Ok. Est-ce que tu vois des raisons qui pourraient faire que tu auras envie de passer le cap? Oui, complètement. Comme je fais du cyclisme et trail à côté, ça serait pour gagner en performance par rapport au sport. Donc, tu ressens le besoin d'améliorer tes perfs. Exactement. Ok. Et est-ce que tu verrais d'autres choses qui te pousseraient à arrêter encore? Bah, dans l'idée de ne plus avoir cette dépendance à la nicotine et de pouvoir arrêter complètement par la suite, quoi. Hmm. Arrêter d'être dépendant de cet objet électronique. Ouais.
Donc, reprendre la main sur Le le contrôle, matériel. Ouais. exactement, et même sur la santé, en plus de ça, parce que au-delà de dire aux patients que c'est pas bien, etc., il faut aussi se le faire soi-même, quoi. Mm. Donc, tu as envie de pouvoir montrer le bon exemple. Exactement. Ok. Et si tu devais quantifier sur une échelle de 1 à 10, là, ton niveau d'importance à essayer d'arrêter justement la vapoteuse, en partant du principe que 1, c'est pas important du tout pour toi, et 10, c'est extrêmement important. Où est-ce que tu te situerais là, toi? Je pense que je serais à 6 Ok. 5 et demi, disons. Donc 5,5. En Et gros, pour l'expliquer, le 5 ça serait parce que sur le moment, ça fait quand même du bien et ça amène justement ce sentiment de bien-être, on va dire. Et 10 pour toutes les autres, enfin, vers le 10 pour toutes les autres explications que je t'ai données avant. ok. Donc tu te places à 5 parce que tu as identifié que ça t'apportait un bien, non, tu te mets 5 parce que tu trouves que tu aimerais avoir un plus grand confort dans ton quotidien. Et ce qui pourrait te permettre d'augmenter encore, c'est cette idée de plus être dépendant, d'être un modèle pour tes patients ou à qui tu dis d'arrêter de fumer et de faire des performances. Exactement. Ok. Est-ce que tu vois encore d'autres choses qui pourraient faire que ça augmente? Euh, le fait d'arrêter de se cacher des parents aussi, ça serait bien. Tu peux m'en dire un peu plus? On va partir sur de la psychologie liée à l'enfance. Euh, non, en vrai, non, c'est juste que moi, mes parents sont pas du tout fumeurs et ils aiment pas ça. Et l'idée aussi, c'est que moi, j'ai pas envie de leur dire parce que ça me permet, quand je vais chez eux, de pas fumer, quoi. Mm. Et du coup, ça serait d'éviter aussi de le faire derrière leur dos, entre guillemets, quoi. T'as envie d'être intègre et puis de coller à l'image que tu leur renvoies quand il va. Exactement. Mm. Ok. Et ça fait combien de temps que tu as arrêté de fumer, du coup? Ça va faire bientôt au moins un an maintenant. Ok, donc déjà 1 an que tu as réussi à passer le cap. Et quand tu as arrêté de fumer, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi, d'après toi, à stopper la consommation? Je pense que c'était aussi dans une période où il y avait pas mal la fête en plus. Donc le fait d'arrêter la fête, de se mettre au sport, ça a été un gros gap pour arrêter. Mais il y avait toujours ce manque et du coup qui a été comblé par la vape. Mm. Je sais pas Donc si- la transition vers la vapoteuse, ça t'a permis de garder quand même un petit peu un lien avec ça. Et d'un autre côté, la mise au sport, ça a été vraiment un moteur pour toi. Le changement d'environnement, ouais. Ok. Et à ton avis, sur quoi tu t'es appuyé pour justement faire ce changement d'environnement? Euh, comment dire, changement de vie, je pense. Le fait de retrouver une vie un peu plus saine, être plus concentré aussi dans le métier, etc. Et de pouvoir évoluer en bien. Donc la concentration, un mode de vie plus sain, collé à des valeurs qui te correspondraient plus. Ouais, je pense. Ok. Et du coup, quand tu penses à ce mode de vie sain, euh, tu sens que ça t'apporte quoi, toi? Hum, Ah ouais, ça joue sur. Euh, excuse-moi, je prends un temps de réflexion. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter en pensant à ce vie sain? Ben, là, tout de suite, je dirais par rapport au sport, ça colle plus. Par rapport Enfin, c'est plus au niveau physiologique, on va dire, aux sensations. Ça répond à ta question là ou pas? J'ai Ouais, l'impression. carrément. J'attends pas une réponse précise, c'est vraiment toi ce que tu sens que ça va t'apporter. Donc là, ce que tu ressens, c'est le côté performance lié au sport, physiologique. Tu sens vraiment une différence en toi liée à l'arrêt du tabac. Oui, voilà, ouais.
par rapport à tout ça, physiologique, même au niveau pulmonaire, les sensations que tu peux avoir. Euh, mais par contre, ouais, c'est vraiment physiologique et performance, le fait de devoir arrêter pour, euh, pour aller mieux sur ce côté-là. Donc un vrai moteur, c'est la performance sportive et se sentir bien là dans ton corps quand tu pratiques le sport. Exactement. Qu'est-ce que Ouais, tu c'est fais vraiment ça. qu'est-ce que tu fais comme sport? Cyclisme et trail. Non. Ok, d'accord. Donc des sports d'endurance finalement. Mm. Sport d'endurance, mais où à l'entraînement, on va avoir quand même des parties fractionnées où on monte au seuil au niveau cardiaque et c'est à cet endroit-là que je peux sentir les limites au niveau pulmonaire. Mhm. Quand tu parles des limites, c'est par rapport à quand, à quoi? Plus de la sensation pulmonaire. Parce qu'après, au final, j'arrive quand même à monter assez haut au niveau cardiaque, mais je vais sentir, si je devais l'imager, ça serait vraiment au fond des alvéoles, une sorte de reste de liquide de la vape. Et c'est ça qui m'est désagréable. Donc pour toi, là, ce qui est inconfortable aujourd'hui, que tu décris de façon archi spécifique sur les alvéoles, tu as la sensation que c'est vraiment lié à la vape. Je pense, ouais, parce que c'est à peu près la même sensation quand j'aspire dedans. Ok. Donc pour toi, le moteur principal pour l'arrêt du tabac, ça a été le mode de vie sain et avoir une meilleure performance sportive. Et aujourd'hui, tu sens que la vape, ça entache un peu ce côté performance et tu le ressens vraiment au fond de toi finalement, qu'il y a encore un petit résidu pour arriver à une sensation vraiment confortable. C'est ça, et plus le fait que j'ai pas envie de dépendre de cet objet toute ma vie. Hmm. Donc ça revient sur la dépendance là. C'est un truc que tu as envie de fuir. Complètement. Ok. Et tu t'es déjà fait une échelle tout à l'heure. Hmm. Si on essayait d'évaluer maintenant ton niveau de confiance dans le fait de réussir à arrêter aussi la vape, où est-ce que Oula. tu te placerais toi? Entre un et 10? 3 et 4. Entre 3 et 4. Ok, t'as pas dit zéro. Non, parce que je pense que, comme je te disais, quand je pars dans des endroits où on peut pas fumer, notamment chez mes parents, j'arrive à le faire. Hmm. Et Donc tu sais que c'est quelque chose dont tu es capable. je suis capable et je sais que, notamment, je suis une équipe de cyclisme et quand on part en stage avec l'équipe de cyclisme, j'essaye de ne pas la prendre et j'arrive à ne pas y penser et pas y toucher. Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives à pas y penser à ce moment-là, toi? Et je pense parce qu'on est occupé par plein d'autres choses. Hmm. C'est Donc, quand je suis à des moments creux que l'envie arrive. ok, donc quand tu as ton emploi du temps bien rempli et que tu es concentré sur, là, pour le coup, l'accompagnement d'une équipe cycliste dans un sport qui te plaît, ça te défocalise de l'envie d'aller vapoter. Exactement. Comme par exemple au travail, je ne l'ai pas avec moi et j'y pense pas. Ok. Donc au travail, quand tu accompagnes les équipes et quand tu es chez tes parents, c'est des moments où tu arrives à pas vapoter. C'est ça. Ok. Que je ne suis pas un gros non plus vapoteur. Hmm. Ok. Donc t'es pas un gros vapoteur et tu sens quand même au fond de toi qu'il y a un petit résidu au fond de tes alvéoles que tu aimerais réussir à anéantir. Après, c'est peut-être une image que je me mets, hein. Hmm. C'est peut-être un effet nocebo par rapport à tout ça. Hmm. Et si on reprend cette histoire d'échelle, là, tu me disais 3, 4. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu passes à 5, 6? De quoi tu aurais besoin, d'après toi, pour qu'elle augmente, cette confiance? Voilà. Justement, c'est ce que je recherche, je pense. Euh, là, c'est une colle, là. Ouais, tu as besoin d'un temps pour Ouais, identifier le truc. pour réfléchir, qu'est-ce qui pourrait me faire en sorte que ma confiance dedans remonte? Ah ouais. Euh, je sais pas, les effets positifs peut-être par rapport à tout ça. Faire peut-être des tests, me dire faut que ça soit factuel et me dire que à partir de ce moment-là, jusqu'à ce temps-là, sans vape, et
et voir, je sais pas, des effets positifs que je pourrais voir. D'avoir un point de vue, d'un point de vue un peu plus concret, d'avoir des chiffres, des données qu'objectiverait, toi. Pas des chiffres ou des données, mais peut-être une sorte de RPE au niveau de la sensation avant et après l'arrêt, quoi. Ok. Voilà, je te donne un truc comme ça, mais je n'ai pas trop réfléchi à la question, mais voir des effets bénéfiques assez rapidement, peut-être, qui me pousseraient à continuer dans ce sens-là. Donc le fait d'essayer le truc et de voir que ça a des effets et que ça marche, là, ça conforterait ta confiance dans le fait de passer le cap et d'investir ce truc de pas revapoter, quoi. Comme tu le Exact- fais déjà dans certaines situations. Exactement. Ok. Tu disais qu'il y a des moments où tu arrives déjà à pas vapoter. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce que tu sens que tu serais prêt à faire là pour augmenter encore ce petit pas vers l'arrêt de la vapote, ouais. Euh, Déjà, arrêter le matin avant d'aller au travail, quoi. Et pour y aller progressivement, peut-être reprendre, enfin, commencer à réduire progressivement, quoi. Donc le matin, ça te paraît le plus propice là pour débuter cette suppression dans un premier temps. Voilà, exactement. Ok. Et quand est-ce que tu aimerais essayer d'enlever ce moment du matin là? Ben, ça, c'est une date qu'il faut que je me mette pour que je me dise à telle date, je commence. Sauf que mentalement, j'ai pas eu encore la force de la placer, on va dire. Hmm. Est-ce que tu pourrais essayer de résumer là, toi, les points qui te paraissent les plus importants dans, dans ce que tu as soulevé là, dans ce que tu as réfléchi, et qui font que la vapote, c'est un truc que tu as envie d'arrêter? Tout ce que je te disais avant, la performance, la sensation que j'ai lors de la course à pied ou lors du vélo à haute intensité, le fait par principe, d'arrêter entre guillemets toute consommation de nicotine, de rendre la vie plus saine de manière optimale et, euh, et de commencer à m'y mettre en place progressivement. Et le matin, ça te paraît la première étape sur l'organisation de comment tu pourrais le supprimer. Exactement, ouais. Mm. Ok. Et sur quoi tu pourrais t'appuyer pour réussir à prendre la décision de cette date? Sur ton entretien? Non, je sais pas. Euh, je pense déjà le premier jour de la semaine ou peut-être d'un mois. Ça répond bien. Mhm. C'est un marqueur. Ça te part pour toi de genre, débuter un cycle un peu à zéro en début de semaine, en début de mois pour tenter un nouveau départ. C'est ça. Ok. Hum, On s'était dit qu'on fixerait 15 minutes d'entretien si on veut pouvoir débriefer un petit peu. Du Ouais. coup, on va s'arrêter là. Mais je te remercie beaucoup de... Pas le meilleur exemple. partage. Merci beaucoup à toi. Et Cool. merci à Merci beaucoup, Léandre. Du coup, ce qu'on vous propose, ça serait de débriefer un peu par rapport à l'entretien. Et si vous avez... on avait dit que c'est moi qui débriefe ou je me rappelle plus. Bon, Comme tu veux. bon bah, j'enchaîne, on est parti. Qu'est-ce que vous avez pu observer là dans l'entretien en termes d'outils, en termes d'esprit, par rapport à ce que Charles a pu vous présenter succinctement de c'est quoi le M, si vous avez des trucs à partager. Yes, alors là, il faut le marquer dans le chat. Est-ce que vous avez remarqué les outils qu'a utilisé Aurélie et l'esprit dans lequel elle était ou pas? Léandre, tu peux commenter aussi peut-être à l'écrit. Beaucoup de reformulations pour Charlie pour résumer l'idée du patient. Ouais, il y a pas mal de résumés. Ouais.
C'est juste, Aurélie? Ouais. Bah, du coup, dans cette idée d'écoute réflective, on appelle ça de l'écoute réflective, on peut appeler ça de l'écoute active dans d'autres concepts. On va utiliser en effet la reformulation pour faire réentendre au patient ce qu'il avait en tête. Donc, il lui permet de poursuivre son élaboration. Donc, Beaucoup de Adrien, tu parles de bienveillance, nous dit Adrien. bienveillance. Ouais. Alors, la bienveillance, ça fait partie de l'esprit et ça rejoint cet état d'esprit où on est dans le non-jugement, dans l'acceptation de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez repérées? Mhm. Ou est-ce que toi, Léandre, tu as des trucs que tu veux nous partager en live? On m'entend encore ou pas? Ah Ah là, ouais, on Ouais, t'entend. on t'entend. ok. Je pense qu'il y a eu aussi un peu de planification. Mhm. Sur Donc, ça. en effet, si on regarde un peu les tâches, le cheminement, sur la fin de l'entretien, on commençait à aller activer un peu la planification et voir quelles étaient les prochaines étapes. En effet, après avoir travaillé le pourquoi tu aurais envie de changer, on allait travailler un peu plus le comment. Mhm. Euh, Charlie, est-ce que cette reformulation pourrait être mise par écrit pour avoir un visuel pour le patient? En vrai, tout est possible, Charlie. C'est juste que l'EM, c'est plutôt quelque chose que tu fais à l'oral avec ton patient. Donc les reflets que tu fais, tu les fais en live, euh, en réponse à ce que lui formule. Donc moi, j'ai jamais fait de M par écrit. Euh, c'est vraiment mode de communication verbale, donc tu utilises plutôt de préférence l'oral. Enfin, je sais pas si c'était ça le sens de ta question. Donc, Ken, tu dit les questions Et ouvertes. ouais. Ouais. Donc, en effet, en EM, on regroupe les questions fermées et les questions ouvertes. Et en effet, j'en ai utilisé pas mal. Après, je pense que Charlie, ou moi je le vois comme ça, mais il a peut-être voulu dire aussi, est-ce que le fait de le mettre en écrit pour le patient et d'avoir un support visuel peut l'aider à évoluer dans ses objectifs? Si c'est comme ça, enfin, si c'était la question de Charlie, oui, tous les supports qui peuvent être adaptés à l'accompagnement du patient, ça semble pertinent. Là, moi, je suis pas une spécialiste de la vapote et du tabac, donc j'ai pas pu te partager mon expertise trop. Mais si j'avais été en capacité de te partager de l'expertise, j'aurais pu le faire de façon motivationnelle et les visuels, si ça fait partie des médias qui peuvent aider, oui, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. On pourrait imaginer faire. Alors, j'ai l'impression que tu as essayé de faire les pour ou contre du changement envisagé en essayant de valoriser les moteurs de changement. Ouais, et ben dans ce que tu dis, Adrien, euh, dans, quand quelqu'un est ambivalent à faire un changement, il va avoir ce qu'on appelle du discours maintien, parce qu'il va avoir plein de raisons de ne pas changer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le discours maintien. On maintient sa position actuelle. Et puis, il va aussi avoir du discours changement. Donc ça, c'est le discours qui va verbaliser, qui va dans le sens de l'envie de changer. Et en effet, on va essayer d'aller cultiver le discours changement, donner du poids au discours changement pour justement accompagner la personne ambivalente dans son élaboration à essayer de détailler le discours changement. Donc en effet, j'ai essayé d'aller creuser les avantages au changement, donc les avantages à l'arrêt de la vapote, et puis les inconvénients à continuer à vapoter. Donc ce que tu as repéré comme pour ou contre, c'est qu'en gros, j'ai essayé de cultiver son discours changement. Cultiver les avantages à changer, les inconvénients à ne pas changer. Est-ce que vous voyez d'autres choses, d'autres questions? Adrien qui dit qu'il a l'impression que tu as essayé de faire les pour et contre du changement envisagé en essayant de valoriser les moteurs de changement. Ouais, c'est ce que Ouais, je viens d'y répondre. tu viens de répondre. Désolé. C'était vraiment très concentré. J'étais pas là. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarque. Eh bien, on va pouvoir enchaîner. Le fait de minimiser le discours maintien peut être considéré comme de Ah, la manipulation. Alors, tout dépend ce que tu entends par manipulation. Euh, En tout cas, en EM, on ne parle pas de manipulation. On est dans un état d'esprit, comme le disait Charles tout à l'heure, où on met en avant l'altruisme. On le fait pour l'autre, on dépense notre énergie pour l'autre.
Et le fait d'avoir focalisé sur un objectif de changement commun, la personne avec qui on discute, donc le patient ou là en l'occurrence Léandre, il est OK que on a focalisé sur l'objectif commun. Donc en fait, à partir du moment où la focalisation commune est validée, tu vas guider la personne à essayer d'élaborer sa pensée et de mettre en avant des arguments en faveur du changement. Parce que l'objectif, ça serait de réussir à prendre une décision face à l'arrêt ou pas de la vapote. Donc le fait de minimiser le discours maintien, ça serait juste lui donner l'occasion d'exprimer tout ce qu'il peut exprimer autour du discours changement. Après, à la fin, s'il décide de ne pas changer et de ne pas diminuer la vapote et de continuer, l'esprit où on va être dans le non-jugement et dans l'acceptation de l'autre de ne pas changer, bah pour moi, nous préserve de ce côté manipulateur, je ne sais pas comment on peut le dire. Et donc, en fait, on ne va pas forcer l'autre à changer. Je vais minimiser le discours maintien, enfin, en tout cas, je vais le modérer pour donner du poids au discours changement. Et à tout moment, si Léandre, finalement, il veut plus changer, ben, en fait, j'accepte son libre arbitre et je suis là pour lui, donc je vais pas le forcer à aller là-dedans. Donc, est-ce que manipulation, ça dépend de la définition qu'on met, si c'est péjoratif ou pas? En tout cas, c'est une stratégie pour donner accès au discours changement et le cultiver. Merci Adrien pour la question. Vas-y. S'il n'y a pas d'autres questions, une chose qu'on pourrait faire, c'est qu'avec Claire, on a noté un petit peu ce qui s'est passé pendant l'entretien et peut-être vous faire un tout petit résumé de ce que nous, on a pu observer. Comme ça, à la fois pour vous là qui avez écouté, ça pourrait vous faire une autre lecture de ce qui s'est passé. Et puis pour ceux qui le regarderont aussi. Et pour moi aussi, parce que je ne me rappelle plus. OK. C'est très bien. Du coup, dans les notes qu'on a pu prendre, on voit qu'Aurélie, elle a commencé par chercher à comprendre vraiment la personne qu'elle avait en face d'elle. Donc, c'est Léandre, hein, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et donc, à la fois de valoriser les efforts et les réussites que tu as déjà pu mettre en place par rapport à ce changement, notamment d'arrêter la cigarette pour passer à la vapoteuse. Et puis après, elle est allée chercher un petit peu quelles étaient les raisons ou les désirs ou les besoins de continuer d'arrêter la vapoteuse et donc dans ce changement global d'arrêter de fumer. Et donc, elle est allée vraiment faire élaborer Léandre sur quelles raisons, quels besoins, quels désirs il pouvait avoir à arrêter complètement. Et puis après, elle est allée le faire élaborer sur à combien c'était important pour lui de mener ce changement-là, pour le situer, et pour encore faire élaborer plus d'importance éventuellement s'il y en avait qui étaient un petit peu plus enfouis au fond de toi, Léandre. Elle est allée refléter du coup les valeurs. Et donc, il y avait vraiment cette alternance de reflets de questions pour créer une dynamique à l'entretien. Pas faire que de la reformulation ou pas de faire que des questions. Il y a cette alternance qui a donné un rythme à cet entretien. Après, elle est allée chercher un peu sur les ressources que tu pouvais déjà avoir en toi, Léandre, parce que ça semblait vraiment important pour toi de mener ce changement. Et donc, sur quelles ressources, sur quelles capacités tu t'étais déjà appuyé pour arrêter de fumer la cigarette et sur lesquelles tu pouvais t'appuyer pour arrêter la vapoteuse. Et quel intérêt, du coup, encore ça pouvait avoir pour toi. Elle a respecté un petit peu ton rythme. À un moment, je ne sais pas si tu te souviens, tu as demandé d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir. Elle t'a laissé un silence. Donc, c'est effectivement de ne pas presser la personne à répondre, mais de lui laisser le temps d'élaborer, de réfléchir à sa situation sur le moment présent. Parce que c'est un changement qui date d'un petit moment et qui mobilise beaucoup. Et donc, de se laisser quelques secondes pour y réfléchir. Euh, donc, vraiment, voilà, d'abord de faire élaborer sur l'importance à changer. Et puis après, sur la capacité que tu pouvais avoir à le faire, avec cette alternance de reflets de questions. Et en fait, il y avait cette question de définir un objectif de changement qui pouvait être effectivement un objectif global, d'arrêter de vapoter. Et par quel moyen, quelle première étape tu allais commencer. Et donc, c'était de faire émerger ça parce que entre aujourd'hui, je vapote et demain, je vais plus du tout vapoter. Des fois, le gap, il peut être un petit peu trop grand. Et donc, de définir soit des objectifs, soit des moyens pour y arriver. Et donc, ce qui a émergé, c'est que le premier moyen, c'était d'abord diminuer. Et après, comment diminuer? C'était d'abord de se fixer une date. Alors, c'était d'abord, pardon, d'arrêter vraiment cette vapote du matin. Et c'est ça que tu as fait émerger, Léandre, et que Aurélie, elle t'a permis, elle t'a laissé la place de le faire émerger. Et puis après, du coup, sur cette vapote du matin, bah, quelle date tu allais te fixer pour commencer vraiment à le mettre en place? Donc, elle t'a demandé, effectivement, parce qu'elle voyait que ton importance était élevée, comment tu te sentais capable d'y arriver. Et ce qu'on voit, effectivement, et ce qui ressort avec beaucoup de patience, c'est que souvent,
ils y attachent beaucoup d'importance, mais se sentent un petit peu moins capables d'y arriver. Et autant ton score d'importance, il était élevé, autant ton score de confiance que tu as désigné à 3, 4 sur 10, bah, effectivement, il était un petit peu moins élevé dans ta capacité ou ta confiance en toi pour mener ce changement. Donc après, elle t'a fait élaborer sur elle a essayé de faire émerger chez toi du discours changement, de te sentir capable d'y arriver. Et puis il y a des fois où tu as ressorti un petit peu de discours maintien. Et donc dans cette stratégie, non pas de manipulation moi-même, on va dire, mais de guidage, elle a reflété ton discours changement et elle n'est pas allée te faire élaborer sur ton discours maintien pour pas que tu réfléchisses à toutes les bonnes raisons que tu peux avoir de vapoter, mais plutôt de te faire élaborer sur toutes les raisons, les désirs ou les besoins que tu aurais d'arrêter de vapoter. Euh, et donc, on a vu que tu pouvais avoir des difficultés, voilà, sur cette confiance que tu pouvais mettre les choses en place. Et quand même, ce qui ressort à la fin, c'est quel premier pas tu serais prêt à faire. Et donc, c'est de réfléchir sur cette première date pour arrêter cette vapote du matin. Donc, c'est vraiment de définir un objectif qui est atteignable. Et donc, tu parlais effectivement, Léon, de planification. C'est là qu'on est rentré un peu sur la planification, sur le premier pas. Donc, d'arrêter celle du matin et quelle date tu serais prêt à te fixer. Et donc, on est resté là parce que du coup, effectivement, on était un peu limité par le timing, mais on a eu le temps vraiment comme à la fois de voir Aurélie utiliser différents outils de l'EM, les reflets, les questions, les chaînes d'importance, les chaînes de confiance, les résumés, la valorisation. Il y a beaucoup d'outils qui sont ressortis. On a pu voir vraiment cet état d'esprit où elle a essayé de vraiment pas t'apporter de solution, que tout émerge de toi, de te faire travailler, à élaborer, à réfléchir sur où tu en étais, qu'est-ce que tu pouvais mettre en place, quelle importance tu avais, quelle confiance tu avais en toi pour arriver à cet objectif. Et puis vraiment voilà, dans le chemin qu'on décrivait tout à l'heure, à la fois au début, bah, de créer cette relation parce que vous ne connaissiez pas du tout, de définir un objectif global, et puis après vraiment un objectif cible très précis, et puis après d'aller faire émerger sur ton importance à le faire et ta confiance à pouvoir mener cet objectif très cible, et puis après de commencer à planifier. Voilà. Donc c'est un peu ce qui est ressorti de tout cet entretien. Peut-être une question qui pourrait aussi être intéressante pour ceux qui vont réécouter ou même ceux qui sont déjà présents là, c'est comment toi tu l'as ressenti, Léandre? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu te sens là après cet entretien? Comment tu as vécu le truc? Euh, Euh, Sûrement le fait d'en parler, de poser des mots sur la chose et de pouvoir le planifier, ça permet de s'organiser un peu mieux dans son esprit, dans sa tête, on va dire, et d'avoir un avis peut-être extérieur qui permet de mettre des choses en place par la suite. Ça permet de réorganiser les choses sur ce sujet-là qui peut des fois être un fourre-tout ou que ça soit un peu, que ça aille un peu partout. Et le fait de le réorganiser, c'est là où arrive la planification au final et ça permet de ranger les bonnes choses dans les bonnes cases. Ok. Donc ça t'a permis effectivement un peu comme tu dis, de faire du rangement dans tout ce qui se mélange dans le changement depuis le temps que tu essaies de le mettre en place et puis par rapport au fait déjà d'avoir réussi à arrêter la cigarette et aujourd'hui d'être à la vapote, de voir ces moments où tu arrives à t'en priver et puis d'aller plus vers cet objectif de faire un peu, on va dire, ce rangement. Ça t'a Mm. permis de mieux te situer et de faciliter peut-être ton chemin futur vers ce changement. Exactement. Ok. Après, ouais. Après, effectivement, c'était pas un cas, je pense, qu'on peut retrouver généralement en cabinet, quoi. Alors, c'est pas le cas le plus courant, effectivement, qu'on retrouve, même si, mine de rien, c'est quand même des choses, en tout cas, que nous, on a pu vivre parce qu'on fait certainement de l'entretien motivationnel. Euh, L'idée qu'il y a derrière, c'est que, quelle que soit la thématique de changement, globalement, et c'est vrai qu'on est plus expert sur des thématiques de changement par rapport musculo-squelettique ou par rapport à des douleurs ou de la récupération de fonction, les stratégies, c'est les mêmes. Et donc, merci de t'être présenté et puis d'avoir vraiment joué le jeu de manière authentique. Donc les stratégies, les outils, l'état d'esprit, il est le même quel que soit le changement. Et donc ce qu'on voulait, c'est que voilà, ça sonne pas faux et que on ait un vrai cas à pouvoir présenter aux gens. Donc merci à toi, Léon, pour ça. Merci à vous. Mais du coup, je peux vous poser une question? Mhm. La plupart du temps, moi, ce que je remarque, c'est qu'on a des patients qui peuvent être souvent en retard aux séances, qui se disent motivés par le traitement, etc. Et le premier point que je remarque, c'est vraiment les patients qui arrivent toujours 5-10 minutes quasi à chaque séance. Comment on peut aborder le sujet, sachant que nous, on n'est pas forcément, on va dire, psychologues. Quels vont être les termes à utiliser dans un premier temps pour leur dire et pour essayer de rentrer justement dans cet entretien motivationnel sans avoir
à être contre lui ou à le frustrer. Je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que c'est le côté où ils arrivent en retard, où tu as besoin de leur signifier, ou ça n'a rien à voir? Mais est-ce que le fait qu'il soit toujours en retard montre qu'il n'est pas forcément motivé par le traitement? Et si c'est le cas, quels sont les premiers mots à dire pour faire un entretien motivationnel avec lui? Alors, moi, personnellement, je corrélerais pas le retard du patient à sa non-motivation, parce que je sais pas, je connais pas, enfin là, en tout cas, je connais pas sa vie, et je Oui. sais pas ce qui fait que c'est en retard, et j'ai pas de marqueur pour dire que quelqu'un qui arrive en retard, c'est quelqu'un qui est pas motivé. Enfin, je pourrais pas corréler avec ça. Ok. Mm. Euh, Après, comment tu débutes un entretien? Il peut y avoir plusieurs façons de le faire. Ça peut se faire dans le fait de se poser et de proposer un temps pour discuter. Donc, de demander si la personne est OK pour prendre un temps pour discuter de la thématique que tu as envie d'aborder. Donc, de le faire avec le consentement. Cette idée de, bah voilà, la dernière fois, on a parlé, je sais pas, de mettre en place des exercices, ou alors vous m'avez dit que vous aimeriez bien réussir à arrêter la vapote parce qu'en fait, quand vous faites du vélo et du trail, vous avez l'impression que vos alvéoles, elles sont pleines de liquide là. Est-ce que vous avez envie qu'on prenne un temps aujourd'hui pour en parler? Donc toujours dans cette idée de collaboration. Donc ça, tu lui proposes et puis bah, lui, il dispose, il peut te dire oui, il peut te dire non. Donc c'est quelque chose qui peut te permettre de rentrer en contact avec lui sur le fait de prendre un temps assis. Donc ça répond un peu à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on fait que le M assis ou pas? Enfin, en tout cas, de se poser, de consacrer un temps à échanger là-dessus avec la personne. Donc, moi, j'ai envie de lancer l'entretien comme ça, sur cette demande de consentement, de dédier un temps là pour discuter d'un sujet. Et puis parfois, ça peut être au fur et à mesure de la consultation, du bilan, où tu es amené en collaboration à faire élaborer la personne et à te rendre compte que peut-être que tu peux utiliser des outils en vue de faire élaborer le patient et au fur et à mesure, euh, l'entretien se déroule comme ça. Voilà ce que je te répondrai. Ok, merci. Est-ce que ça répond à ta question, Léon? Est-ce que ça Oui, attitude? complètement. Complètement, mais après, je suis complètement pour l'entretien motivationnel, pardon. J'essaye de le mettre en place avec le peu d'outils que j'ai, donc c'est pour ça que ce soir, merci, c'est super intéressant. Et surtout d'y participer, ça permet de mieux le comprendre. Mais quand on est dans... Ce qui est dur, c'est que quand on est sur 30 minutes de rééducation, c'est aussi assez dur de se dire, ben, on va parler pendant 20 minutes. Mm. Euh, du coup, même pour le patient, je pense qu'il n'a pas l'image non plus de la kiné comme ça. Ce qui devrait changer, je pense que ça permet aussi de faire évoluer certains traitements et de trouver notamment le déclic chez certains patients. Mais ouais, il y a toujours ce côté où on n'ose pas, je pense. Mm. Bah, ça, tu le dis bien, hein. Il y a ce côté de on n'ose pas. C'est vrai que nous, par expérience, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans notre quotidien, donc on est un peu peut-être biaisé par rapport à ça, mais dans notre expérience qui a pu ressortir, ou même dans les personnes qu'on a pu former, et dans les retours qu'on a, parce que voilà, on a un cursus qui est partagé, où il y a vraiment un temps entre les deux, c'est que il y a ce côté, il y a cette idée que nous, on peut se faire de comment va réagir la personne, et il y a de vraiment ce qu'elle perçoit. Et moi, quand j'ai commencé à faire de l'EM avec les patients, c'était surprenant de voir à quel point euh, ils étaient, euh, ils étaient heureux, contents. Ils y trouvaient vraiment une satisfaction au fait qu'on les écoute et vraiment qu'on les écoute profondément, qu'on essaye de les rendre acteurs. Et même si du coup il y avait rien d'actif par rapport à ça. Et donc je te rejoins que des fois il peut y avoir ce frein de l'idée que nous on s'en fait, de notre représentation du métier. Et ça c'est quand même quelque chose de différent de ce que la personne va percevoir. Et j'ai quasiment jamais eu des gens qui m'ont reproché de faire que de l'EM. Et au contraire, ils étaient très contents. Ils disaient, bah, enfin quelqu'un qui m'écoute, enfin quelqu'un qui est centré sur moi et qui va me permettre, alors pas avec ces mots-là, hein, on est d'accord, mais du coup de devenir acteur. Et, euh, et je pense que voilà, c'est important de te partager ce ressenti-là. Euh, Après, comme tu disais Aurélie, peut-être de prévenir la personne au début de la de la séance, pardon. Et un autre truc, c'est que quand on forme des gens, il y a des participants qui nous ont partagé, qui se voyaient bien faire des mobilisations assez classiques, assez banales pour eux, et faire de l'EM en même temps, parce que du coup, sur ces mobilisations un peu banales,
bah, il y avait peu de charge mentale et il pouvait se concentrer, voilà, à être disponible et à discuter avec la personne. Et en même temps, c'était pas trop une charge mentale pour le patient à ce moment-là aussi. Et donc, ça permettait, voilà, de combiner un petit peu tout ça en même temps. Ok, super. C'est vrai que l'idée de faire du passif en même temps, c'est pas mal. Et Aurélie, Ouais, vas-y. et un truc à rajouter par rapport à ce que dit Charles, sur le côté, la représentation qu'on a de ce que le patient il pense par rapport au fait qu'on va dédier un temps où on fait, entre guillemets, que parler et on fait pas quelque chose d'actif. Euh, on a souvent peur que le patient il nous dise, mais en fait, on n'a rien fait. Et tant qu'on a cette représentation-là, on ne s'autorise pas à prendre ce temps dédié à parler, à le faire élaborer, à lui donner de l'attention. Et à partir du moment où on change cet état d'esprit, même si le patient il nous dit, mais en fait, on n'a rien fait, là, on n'a fait que parler, lui renvoyer la balle sur, bah, à votre avis, à quoi ça a servi ce qu'on a fait, ou comment vous pourriez vous saisir de la séance d'aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous attendiez, vous, à la place de ça. Enfin, le fait de, là encore, d'échanger avec lui, de le faire élaborer sur ce qui vient de se passer et les apports que ça peut donner, bah, sinon, on est tranquille avec le fait que ça peut avoir un intérêt de prendre ce temps, de le dédier et de le faire élaborer pour l'accompagner à augmenter sa motivation à faire un truc, on sera beaucoup plus confortable dans le fait d'y répondre si jamais le patient nous dit, mais en fait, on n'a rien fait, là, on a juste parlé. Donc, je pense que c'est vraiment plutôt l'espèce de mindset qu'on a, nous, derrière, sur bah, qu'est-ce que je vais penser enfin, qu'est-ce que va penser le patient si on fait ça, quoi. Mm. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, Aurélie. C'est arrivé à plusieurs personnes, dont Thomas apparemment. Et c'était arrivé à mon ancien associé aussi. Moi, un des petits trucs que je trouve pour justement ne pas laisser cette impression de rien, c'est justement d'écrire un petit compte-rendu, un petit mail compte-rendu au moins à la fin pour que les gens ils sortent avec quelque chose pour pas avoir cette impression de rien, quoi. Et c'est vrai que moi, maintenant, je le fais systématiquement. À la fin de chaque séance, tu as un compte-rendu de ce qu'on s'est dit globalement, avec les grandes lignes, etc. Et je trouve que ça permet au moins d'avoir une sorte de, tu vois, Toi, ça t'aide à être plus à l'aise avec ce fameux rien, bah, tant ouais, mieux. Bien de le faire. ouais, Après, je pense vraiment que c'est lié à la représentation que tu as de ce que tu es en train de faire. Si tu penses que c'est rien, ouais, ouais, bah, t'es pas à l'aise. Si tu penses que t'as pas rien fait et que c'est pas rien d'écouter quelqu'un pendant une demi-heure, tu peux toujours lui ouais. demander qu'est-ce qui pourrait faire que lui, il ait l'impression que cette demi-heure, elle n'est pas servie à rien. Et Hmm. en effet, vous vous Bah, mettez d'accord ensemble en amont sur le cadre, les conditions. Et là, en fait, on revient aux attentes. C'est ouais. quoi les attentes du patient? Ouais. Après, c'est pas tant par rapport à moi, c'est surtout la représentation du patient. Pour Ouais. moi, j'ai une très grosse estime de ce qu'on ferait, mais lui, souvent, même s'il a trouvé ça très intéressant et tout, puis même si on fait que parler, qu'il n'y a pas de trace écrite, au final, je suis pas sûr que la rétention, elle soit super bonne. Tu vois, quand tu passes une demi-heure, peut-être que émotionnellement, il a pu se passer des choses, mais au final, tu vois, quand tu trouves, hein, moi, s'il n'y a pas de trace écrite aujourd'hui, tu te rends compte que les gens, ils savent même plus ce qu'ils t'ont dit, quoi, je trouve. Pour moi, c'est un truc qui a fixé dans les attentes au début. Et puis, même s'il n'y a pas de Hmm. trace écrite, il y a peut-être une trace émotionnelle qui reste quelque part. Oui, Il a vécu un truc. ouais. Et donc, si en amont, le cadre il est posé sur qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi vos attentes aujourd'hui, et est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on consacre un temps pour parler de ce truc-là, mais en fait, Hmm. tu ne peux pas te prendre derrière le côté ben, on n'a rien Hmm. fait. Parce que bah, il était Ouais, je d'accord, comprends. en fait. C'est toujours ce truc de collaboration et de consentement. Tu Hmm. ne le forces pas à s'asseoir et à parler pendant une demi-heure. C'est en fait. Enfin, voilà. C'est ce qui me vient. Très clair. Écoutez, les amis, ça fait déjà 1 heure et quart qu'on y est. Il y a Sidi qui avait une petite question. Est-ce que les personnes familières avec l'EM arrivent à faire de l'auto-EM? Ou peut-être à quel point est-ce réalisable? Et rencontrez-vous une ou des limites dans votre pratique? Si oui, lesquelles? Euh, Et je crois pas que vous nous ayez donné votre meilleur outil aussi. Et on pourra conclure ce super webinaire si ça vous va là-dessus pour garder l'attention des gens. Peut-être essayer de parler. Yes, Claire. Est-ce qu'on arrive à se faire de l'auto-M? En tout cas, ça, je pense que ça, si je parle personnellement, ça aide. Je chuchote personnellement. Ouais, je vais essayer de chuchoter personnellement. Ça peut aider, en tout cas, quand on a un changement, à peut-être réfléchir d'une manière EM dessus. Après, c'est toujours beaucoup plus, euh, euh, comment dire, empowerment. C'est beaucoup plus évocateur quand on a des questions. Parce que nous, on n'aurait peut-être pas pensé à ces questions-là pour nous-mêmes.
Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça donne peut-être une structure, mais que c'est quand même l'échange et le partenariat avec l'autre qui fait que ça fait émerger des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et des limites, je pense que bah, la barrière de la langue, ça peut être une des limites qu'on rencontre. Quelqu'un qui a plus de voix, c'est juste pas Ouais, possible en fait. moi, je suis ma propre limite ce soir, je pense. Et puis peut-être des gros troubles cognitifs, des gens qui ne comprennent pas, ça peut être une limite aussi. Est-ce que vous en voyez d'autres, vous? Limite, pas forcément. Est-ce qu'on peut faire le M avec nous-mêmes? Euh, Vraiment, tout est possible. Comme on dit, des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et en même temps, des fois, quand on sait comment agir, on agit. Moi, je me souviens que ça m'a aidé pour des changements que j'arrivais pas à mener. Et il y en a d'autres où je me suis dit, bon, en fait, je sais comment faire et donc j'y vais pas. Donc, c'est vraiment, je pense que ça dépend même chez une même personne. Et donc, chez nous, de là où on a envie de se positionner ou pas. Et comme disait Claire, quand même, c'est que ce que je m'aperçois, c'est que pour ceux que j'ai pas réussi à mener alors que je sais comment le faire, entre guillemets, et où aller, bah, le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, c'est vraiment un gap au-dessus, quoi. Donc je dirais oui, on peut se le faire à soi-même, sauf que à un moment donné, quand on n'arrive pas à avancer, d'en parler à quelqu'un, clairement, c'est facilitant et c'est une aide. Et les limites, je rejoins Claire, c'est surtout voilà, ce qu'elle a dit, barrière de la langue et puis troubles cognitifs. Et peut-être notre persévérance quand on voit que ça marche pas. Des fois, le M, ça peut être très rapide. Avec des patients, ça peut prendre très peu de temps et ça peut fonctionner très bien. Et il y a des gens pour lesquels il faut persévérer dans l'accompagnement parce que c'est juste pas le moment pour eux de changer. Et donc, la limite, ça serait que bah, notre patience, peut-être, ou notre hâte à vouloir que la personne change vite. Et ouais, je verrais ça. Et du coup, les outils, nos outils préférés. euh, On n'en a pas parlé, du coup, je vais en parler là. Ce qu'on appelle le DDPD, le demander, demander, partager, demander. C'est un outil qui nous permet de partager notre expertise. Là, moi, je suis pas experte du tout en vapote, donc j'ai pas pu l'utiliser avec Léandre. Mais c'est un outil, on va euh, demander à la personne ce qu'elle connaît d'un sujet qu'on aimerait pouvoir, pour lequel on aimerait lui exprimer des informations qu'on juge qu'il n'a pas. On lui demande son consentement à ce qu'on puisse développer un petit peu, est-ce que ça l'intéresse d'en savoir un peu plus. On lui partage l'info qu'on a envie de lui partager, puis on finit par lui demander qu'est-ce qu'il pourrait faire de ces infos-là. Et pour le coup, c'est un outil qui matérialise vraiment l'esprit motivationnel dans cette idée de collaboration, de respect du libre arbitre, de partenariat et pour le coup de co-expertise parce que on écoute nos patients, on les met au centre, on fait élaborer leur propre motivation au changement et on n'en est pas pour autant moins un expert de notre profession. Et donc on a aussi des choses à partager aux patients et cette relation horizontale, elle est vraiment respectée par cet outil-là. Donc je trouve que pour pouvoir partager ce que nous on sait et le donner au patient en respectant qui il est. C'est un bel outil. Moi, j'ai envie de dire d'une manière un peu moins conventionnelle. En fait, si j'avais à faire un choix dans le M, bon, je vais chanter un peu la question, je n'irais pas choisir un outil. Moi, je choisirais plus l'état d'esprit. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Là, la question, c'était l'outil, mais de rappeler aux personnes que je pense que peut-être la première chose à avoir, à mettre en place, c'est vraiment cet état d'esprit, d'être centré sur l'autre et de favoriser vraiment le fait qu'il soit acteur de toutes ces prises de décision, de chercher à l'explorer, à le comprendre. Donc, je mettrais vraiment plus en avant l'état d'esprit, même si vraiment le M, c'est les trois, les outils, l'état d'esprit, le cheminement, les tâches. Mais si j'avais quelque chose à vraiment mettre devant, c'est croire en la personne, la suspension du jugement, Tout et quoi. voilà, tout l'esprit du M, pardon. Mais voilà, surtout sur l'esprit, cette façon d'être. Tu m'as Et toi, volé ma Claire? réponse. Ah, désolé. Ah. J'ai- chuchoté. Peut-être, alors, du coup, pour répondre vraiment précisément à la question, un outil que j'aime beaucoup, c'est la valorisation. Parce que c'est vraiment un levier du changement. Ça permet de travailler sur la confiance. Et bah, c'est ouais, d'essayer au détour d'une conversation de se prendre au jeu, de voir qu'il y a des choses qui vont nous émerveiller chez l'autre, il y a des choses qui nous surprennent, et de le mettre en lumière. Ça, je trouve que c'est vraiment... enfin, ça donne du poids, en tout cas, et
ça fait du bien. Quand on en fait, quand on essaye d'en faire de plus en plus, ça se cultive aussi. Voilà. Cool. Trop, trop bien. Et ben, je crois que c'était le mot de la fin ou le murmure de la fin. Euh, Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, que vous avez appris des choses. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, la team, sur le cursus que vous enseignez à l'agence, peut-être? Ouais, on s'était dit que, bah, pour le présenter, donc, en déclarant ce conflit d'intérêts, à vous dire à quel point le cursus est génial et qu'il faut vous inscrire. Globalement, ça se présente sous deux niveaux. Un niveau où on rentre un peu dans le vif du sujet de ce qu'est le M, et le deuxième niveau, c'est un niveau d'approfondissement. Donc deux niveaux de 3 jours. Et entre les deux niveaux, on va avoir un atelier de supervision en distanciel. On va pouvoir faire un retour sur les pratiques de chacun en analysant des entretiens que les participants font avec des vrais patients. Donc voilà, 2 fois 3 jours où on approfondit, j'essaie de me perturber, Mhm. où on approfondit les connaissances entre niveau 1 et niveau 2 et avec de la supervision. Ouais. Donc c'est un format qu'on a fait spécialement pour entretien motivationnel, hein, donc 3 jours à distance, une visio, euh, où en fait les gens se filment, hein, c'est ça, ou s'enregistrent avec des patients? Ça enregistre, l'audio suffit. S'enregistre, l'audio suffit. Donc c'est vraiment calqué sur vous, sur votre pratique. Vous avez la chance d'avoir des feedbacks de gens qui ont beaucoup d'expérience. Et puis à distance de ça, un autre 3 jours d'approfondissement. Et là, vous sortez avec un niveau qui aura rien à voir comparé à ce avec quoi vous êtes arrivé. Et puis sur quoi les gens disent que ça fait un changement, surtout, vous diriez. En quoi ça les... Le cursus, tu veux dire? Ouais, suite au cursus, Mm. les participants, ils trouvent que ça a métamorphosé quoi dans leur pratique ou... Il y a une chose déjà, c'est que il y a plusieurs années, on avait vraiment séparé les 3 premiers jours de formation. Et donc, il y avait deux Hmm. formations différentes. Il y avait 3 jours. Et puis, ceux qui voulaient un jour, ils se réinscrivaient, on va dire, à cet approfondissement. Et il y avait 3 autres jours. Et ce qui ressortait beaucoup à ce moment-là, c'est que les personnes qui avaient fait vraiment que ces 3 premiers jours de formation, c'était hyper intéressant, c'était hyper cool ce cours, ok. Mais c'est vrai que dans la pratique clinique, ils avaient beaucoup de difficultés à mettre toutes ces stratégies en place parce que voilà, il faut quand même tout un cheminement, il faut l'avoir travaillé un petit peu. Alors, ça se fait au quotidien, hein, c'est pas un travail que vous allez faire chez vous et des devoirs, pas du tout. Mais ils n'avaient pas tout le bagage pour que ce soit facilitant pour eux pour le mettre en place dans leur quotidien et dans leur pratique pour que ça travaille d'eux-mêmes, entre guillemets. Et donc, c'est ce choix qui a été fait à l'agence entre nous et puis les fondateurs de l'agence, que ce soit utile et que ce soit pertinent cliniquement. Donc, le fait que maintenant vous avez que ce cursus-là. Et c'est vrai que avec ce cursus de 6 jours, avec ce temps entre les deux, cette supervision, on a quand même l'impression et le retour qu'il y a beaucoup de gens, ils se sentent beaucoup plus capables de pouvoir mettre en place des outils, cet état d'esprit et puis les tâches. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'ils sortent du cursus de formation, c'est plus facile pour eux, ils y arrivent. Et puis, il y a quand même un cheminement qui continue à se faire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que au bout de ce cursus complet, les gens, le fait d'appliquer dans leur quotidien ce qu'ils faisaient, la manière dont ils faisaient, et de parsemer un petit peu ce qu'on a pu voir pendant ces 6 jours, euh, cette, euh, cette évolution, elle se fait toute seule. Voilà, il n'y a pas de devoir à faire, il y a moins besoin de venir le retravailler. C'est sûr que ça peut aller plus vite si on le retravaille dehors, mais bon, on connaît tous notre quotidien et puis notre profession. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se fait un peu spontanément, comme si on plantait une graine et qu'elle va germer d'elle-même parce qu'il y a de l'eau, il y a du soleil. Là, l'eau et le soleil, c'est vos patients, c'est votre quotidien. Et donc, c'est là où c'est quand même très confortable d'avoir ce cursus-là. Oui, ça demande du temps et en même temps, on voit énormément de choses émerger chez tout le monde avec ce cursus qui est très complet par rapport à ce qu'on pouvait présenter avant. Et puis, souvent, les gens disent que ça aide au niveau professionnel et ça a aussi une rayonnance dans la vie privée. Mm. Enfin, ça donne des clés de compréhension des relations et de ce qui peut se passer. Donc, ça a quelque chose d'un petit Mm. peu. Voilà, c'est un petit peu le bonus, peut-être. Trop bien. Ouais. Ouais, je compléterais même. Alors, moi, on parle beaucoup, hein, mais une chose, moi, que ça Surtout m'a. toi. Non, mais j'y pensais que ça m'a beaucoup apporté, c'est cette sérénité dans mon quotidien avec les patients. Des fois, on se sent vraiment responsable de devoir les soigner, de devoir les sauver, de devoir fixer leurs problèmes.
Et l'EM, le fait de rendre acteur la personne qu'on a en face de nous, c'est vraiment enfin, un poids en moins sur les épaules, quoi. On se sent plus à Mm. place de devoir porter le poids du monde sur ses épaules. Et ça, quand même, ça fait vraiment du bien pour son quotidien et tous les jours, je trouve. Dans les cabinets, dans les consultations qu'on a et tout ça. Trop, trop bien. Eh bien, écoutez, je crois que c'est vraiment le mot de la fin cette fois-ci. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à la team EM, Aurélie, Claire, Charles. C'était vraiment, vraiment chouette, très complet, puis je pense assez illustratif. Écoutez, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver un de ces jours dans le M, ou peut-être ces jours-ci même, puisque vous enseignez aujourd'hui le cursus à Paris. Donc peut-être que demain je passerai vous faire un coucou. En tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde. Je vous envoie le replay d'ici 1 ou 2 jours, le temps que ça se télécharge, un peu de montage et vous envoyer tout ça. Et écoutez, merci à toutes et à tous et on se voit sur les réseaux sociaux de l'agence, évidemment. Merci à tout le monde et très belle soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Ciao.